quelque chose de prévu, pourront le revoir avec la rediffusion qui sera sur YouTube et sur nos réseaux sociaux respectifs. Et vous pourrez repartager par derrière pour que ce soit encore plus vu. Comme ça, on va pouvoir commencer. Oui, ce que je te propose, c'est qu'on démarre. Est-ce que tu veux faire un mot d'introduction? Oui, pas de souci. Alors, super. Du coup, bonjour Saïdou, bonjour Monsieur Lescan, et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour intervenir pour ce webinaire. Et salut Edouard, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, c'est le webinaire sur la culture d'entreprise et la marque employeur. Donc, pour Monsieur Lescan, vous ne me connaissez pas, donc je suis Julia, donc chargée de communication à la French Tech Rouen-Normandie et également chargée de l'événementiel, donc tout ce qui est webinaire, événements after work, séminaires, etc. pendant encore 2 ans. Ouais. Donc voilà, on va commencer avec du coup une petite présentation du PowerPoint oui. pour ce sujet-là. Je te laisse introduire, Arnaud. Oui, très bien. Du coup, je continue. Peut-être on peut démarrer par un petit tour de table aussi pour se présenter respectivement. Totalement. Donc, Michel, peut-être en quelques mots, si tu souhaites te présenter de par ta casquette d'entrepreneur engagé. Oui, Michel Lescan, je suis donc le président fondateur de Nutri7 et depuis le départ, j'ai créé Nutri7 pour nourrir les enfants dans les pays du tiers-monde, ou les pays en développement, répondre aux besoins nutritionnels et donc un job passionnant. Je dirais juste à titre, parce que les chiffres sont quand même, nous produisons chaque année de quoi renutrir 10 millions d'enfants sévèrement malnutris. Oui. Et ça partout dans le monde, hein, Michel. Oui, nous avons également, nous produisons en France, mais nous avons également une douzaine d'unités de production dans le monde, que ce soit en Inde, en Éthiopie, au Soudan, aux États-Unis aussi, parce qu'il faut être près le renard est toujours près du terrier, hein. Et donc, c'est-à-dire où sont les financements, et voilà, dans différents pays. Merci beaucoup. Et en ce qui me concerne, donc Arnaud Muller, pas mal d'entre vous me connaissent autour de la French Tech, puisque je suis le fondateur de Sagi dans le domaine du Big Data, donc ce qu'on appelle le Data Ops. Pépite qui compte une soixantaine de salariés aujourd'hui, et j'ai cofondé Clearup en fait face à un constat qui est le manque d'alternatives européennes souveraines aux géants américains pour stocker et traiter de la donnée, y compris nos données personnelles sensibles, que ce soit pour la santé, donc on travaille pour le ministère de la Santé, et pour d'autres grands ministères manipulant des données sensibles et requérant de la confiance et une production aussi locale. Donc, on a ce point commun avec Michel, c'est qu'on essaye alors moi, c'est pas pour nourrir les enfants, c'est pour nourrir les organisations à base de données et de faire en sorte qu'il y ait aussi une production qui soit la plus vertueuse, responsable du possible au niveau local, donc avec un territoire qui est la France et l'Europe. Et donc, il y a cet engagement justement assez fort au niveau de l'entreprise. Et ce qui me semblait intéressant aujourd'hui, c'est qu'on partage en fait sur nos aventures respectives, à commencer par finalement formaliser un petit peu la manière dont cette mission et cette culture d'entreprise résonne en interne. Et on a discuté préalablement à ce webinaire avec Michel. Et donc, il nous semblait aussi utile de revenir sur la définition de la mission et de la culture d'entreprise adossée au système de valeurs. Donc, peut-être, Michel, déjà, on a discuté de la manière dont tu l'avais défini et décliné. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'on entend beaucoup parler d'impact et d'entreprise
à mission, mais je crois que tu as pris une trajectoire qui te ressemble beaucoup avec Ose. Et je pense que peu d'entre nous connaissent réellement ce que c'est que cette approche OSE. OSE. Alors, d'abord, il faut préciser que donc Nutri7 est une entreprise qui est passionnée de liberté. Voilà, la liberté est un point énorme pour nous. J'ai commencé Nutri7, j'avais 33% du capital. Et j'ai racheté le capital. À l'inverse de beaucoup d'entreprises, moi j'ai racheté le capital jusqu'à avoir 100%. Comme ça, je pouvais prendre mes décisions. C'était important parce que nourrir des enfants, aller fabriquer au Soudan des produits, hein, il faut être libre parce qu'il y a peu d'actionnaires ou de banques qui sont partants là-dessus. Alors ça, c'était important. Et après, on a essayé de le formaliser en disant, il y a une génération future, il y a du personnel, il faut que tout le monde continue à aller dans ce sens-là. Nous avons eu la chance de rencontrer les gens de l'école des mines, Armand Actuel et toute son équipe, qui travaillait justement dans le cadre de la gouvernance sur l'objet, alors ce qu'on appelle toujours l'objet social des entreprises, qui a été développé, pardon. Oui. Non, je disais oui. J'acquiesçais sur l'objet social de l'entreprise. Oui. Et ensuite, ça a été développé, c'est devenu ce qu'on appelle l'entreprise à mission. C'est rentré dans le cadre d'une loi c'est une loi avec une régulation, mais il reste toujours l'objet social de l'entreprise. Alors, pour nous, c'était important parce que ça consistait à, on va dire, graver dans le marbre les statuts de l'entreprise. Dans les statuts d'entreprise, non seulement ce qu'on voulait faire, mais comment on voulait le faire. Donc, j'ai un certain nombre d'exemples que c'est l'article 2 bis, vous m'entendez là, c'est bon? L'article 2 bis, par exemple, l'objet social étendu. Voilà. Entretenir sa culture d'entreprise, conduire des stratégies pionnières, enfin, il y a 9 points, d'accord? Et qui sont opposables à une gestion, à une direction générale, par exemple. C'est-à-dire que si, et je sais que tout le monde cherche à garder ses valeurs, dans la mesure où c'est dans l'objet social, on est obligé de les suivre. Et une direction générale doit suivre l'objet social des statuts. Alors après, on peut développer. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça, c'est un élément important que tu précises là, puisque globalement, ça vient amener un cadre de liberté totale à l'équipe fondatrice, aux fondateurs te concernant, et finalement, une liberté maximale pour faire tout ce qui est lié à l'affectio societatis et donc à l'objet de la société en regard de ce qui a été défini statutairement. Ce qui fait que finalement, on va pouvoir déléguer beaucoup plus d'autonomie dans les équipes opérationnelles et donc l'équipe dirigeante opérationnelle qui est même actionnariale, qui va naturellement évoluer dans le temps, mais qui va devoir se conformer à ce qui a été défini dans les statuts, puisqu'effectivement, il y a en matière d'écrit, puisque ce qui n'est pas écrit n'existe pas en droit des sociétés, on va se référer à ce document totem que sont les statuts de l'entreprise qui va reprendre la mission et les grandes règles du jeu et la vocation du projet. C'est-à-dire, oui,
Tout à fait. C'est-à-dire que si je fais rentrer un actionnaire, une banque, un fonds d'investissement, il doit suivre les statuts. Il ne peut pas dire, tiens, il faut faire X% de résultats. Voilà. Il y a les statuts qu'il doit suivre. Après, s'il veut changer les statuts, on va dire que c'est une assemblée générale extraordinaire avec des votes à 75%, mais sinon, il doit y suivre. Alors, ça, c'est le premier point au niveau d'actionnariat. Et au niveau de… Pardon ? Oui, donc ça, c'est important sur la gouvernance stratégique de l'entreprise. Et donc, l'approche long terme, c'est-à-dire que quel que soit l'actionnaire qui vient rejoindre le projet et donc accompagner le projet dans l'intérêt, donc dans l'objet, dans l'objectif de servir l'objet social de l'entreprise, doit le faire en se conformant aux règles du jeu qui ont été écrites dans les statuts. Et effectivement, personne ne peut déroger. Voilà. Et pour pour une direction générale, c'est la même chose. Elle ne peut pas changer son mode de gestion. Et d'ailleurs, nous avons mis en place un organe de contrôle, mais qui est un organe, privé, c'est-à-dire que l'on a choisi. On pourra discuter après des entreprises à mission, voilà, qui est un comité composé d'un médecin nutritionniste, de gens qui font du développement, de l'abbé Didier Le Gall, qui était, on va dire, patron de l'abbaye des Bénédictins. Vous voyez, des personnes que l'on choisissait. Hein, et ces personnes, ce comité, chaque année, reçoit la direction générale. Il a été missionné par l'Assemblée générale, par les actionnaires. C'est important, ce n'est pas le conseil d'administration, c'est l'Assemblée générale. Ah, Michel, je crois qu'on vous a perdu. Un petit problème technique. Ça me fait que renforcer, c'est le lundi Shkumun, c'est l'inverse de Baraka. Il y a des lundis. Ah, c'est bon, Michel. C'est bon. Ça a coupé, Michel, 10 secondes. Bon. Quand tu disais, quand tu expliquais que ce conseil était nommé et mandaté par l'Assemblée générale, et donc pas uniquement le conseil d'administration, pour aller à la rencontre de la direction générale de l'entreprise. Voilà, et rendre compte, est-ce que la direction générale a bien répondu à l'objet social de l'entreprise? Mais c'est un choix qui est totalement libre, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un commissaire aux comptes intellectuel ou sociologique. Hein. C'est nous qui nous sommes fixés nos objectifs, notre contrôle. Et c'est important dans l'esprit de liberté. Hein. Moi, je ne réponds pas à une norme d'un cabinet de conseil. C'est ma norme. C'est ma norme. Notre norme, c'est la norme des actionnaires. C'est la norme qui est partagée par tous les partenaires du projet. Tout à fait. Mais c'est aussi une norme qui va devoir évoluer, c'est certain. Oui, mais ça, c'est intéressant. Je veux bien qu'on s'arrête un tout petit peu là-dessus, puisque quelque part, ça crée une réalité. Quand on parle d'objet social, d'entreprise, de la manière dont il est vécu, quelque part, ça devient la norme pour tout le monde, actionnaire comme dirigeant, comme salarié. Et quelque part, il y a un tiers de confiance en fait, que vous avez désigné. Et donc, c'est bien à la main des dirigeants fondateurs que ce conseil se réunit. Comment il s'appelle, ce conseil? C'est un comité de surveillance. C'est l'équivalent d'un comité de surveillance, en fait. Commission. Une sorte de comité de surveillance, en fait.
commission. Et c'est important au niveau au niveau du personnel, parce que souvent la relation, vous savez bien le problème, c'est pour le personnel, l'actionnaire, c'est un mec qui cherche des dividendes. Oui. Et la relation, c'est combien tu me verses, combien je touche, combien. Alors que dans notre cas, l'actionnaire est engagé dans l'objectif de l'entreprise et dans l'objectif qui est de nourrir les enfants et dans la façon de répondre à cet objectif. Donc, on a une relation entre l'actionnaire et le personnel qui est totalement différente. Hein, parce que l'actionnaire dit, moi, je souhaite, en tant qu'actionnaire, je ne souhaite, bon, des dividendes, ok, c'est très bien, mais je souhaite que l'on travaille de telle ou telle façon. Et donc, par rapport au personnel, l'actionnaire est beaucoup plus, on va dire, respectable. Ça, c'est un point, c'est un point énorme. Ça, c'est un point qui est fondamental parce qu'en fait, la relation à l'entreprise n'est pas une relation qui porte, dont en fait, l'objet va être uniquement la partie rendement, dividende et financière, mais c'est une relation qui est là pour aussi s'assurer que l'entreprise délivre bien la mission qui a été définie. Et donc, ça va bien au-delà de la partie financière, ce qui fait que ça crée une relation de proximité et une relation de confiance qui n'est pas qu'une relation financière, effectivement, qui est une relation long terme. Donc, ça positionne l'actionnaire autrement, en fait. L'actionnaire et du coup, la commission, en fait. La commission que tu évoques, elle représente finalement les attentes des actionnaires, en fait, de toutes les parties, dirigeants comme… Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va aussi contrôler, par exemple, la direction générale, contrôler entre guillemets, puisque nous ne sommes pas dans un système répressif, et de notation, et va s'assurer que la direction générale suit bien la philosophie des actionnaires. Oui. Ce qui est énorme. Oui, c'est fondamental. Alors là, c'est important par rapport aux startups qui, justement, en fait, découvrent le rapport à l'actionnariat. À partir du moment où elles ont levé les fonds, elles vont faire le chemin inverse de ce que tu as parcouru. Elles vont commencer à partager le pouvoir et le capital. Et naturellement, on va avoir rapidement la constitution d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration. Donc, toi, en fait, tu es parti de 33% et tu es arrivé à 100%. Les startups, souvent, font l'inverse. Elles créent avec 100% du capital. Et puis ensuite, la philosophie qui va les accompagner, c'est finalement avoir une petite part d'un très, très gros gâteau. Donc, elles sont dans une logique finalement de partager un gâteau qui va grandir trop vite pour qu'elles en détiennent en fait le contrôle parfait. Et donc, elles vont chercher aussi à s'associer avec des actionnaires qui trouveront un intérêt avec l'affectio societatis de l'entreprise, à savoir les fondateurs, la mission, etc. Plus une dimension financière, sachant que dans l'univers tech, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les VC, ce qu'on appelle les VC, ce sont comment dirais-je, des organisations qui vont être intéressées par le profit qu'elles vont pouvoir réaliser à terme, à une échéance 5 ou 7 ans, mais de plus en plus aussi par la mission de l'entreprise et l'impact de l'entreprise. Donc, quelque part, c'est un message qui est intéressant pour nous, qui est d'apporter et d'amener à la table des discussions contractuelles quand on échange, quand je dis « on », alors je prends ma casquette d'ambassadeur de la French Tech Normandie, quand nous discutons avec des actionnaires potentiels qui vont pouvoir accompagner le projet et l'ambition et les moyens du projet, que de pouvoir mettre sur la table à ce moment-là l'objectif de mission et potentiellement de réfléchir à la commission telle que toi, tu l'as mis en place et à la formalisation de tout ça, parce que c'est le moment rêvé, au moment d'une augmentation de capital, pour formaliser les deux attentes financières, certes, mais mission d'entreprise et impact
absolument, en fait. Et c'est aussi là qu'on va voir finalement si les fonds, entre guillemets, impact qui viennent aussi pour la dimension sociétale et durable de l'entreprise et alignés sur la manière dont on va exécuter le projet. Hein, c'est fondamental. Oui, mais Vas-y, hein, tu peux. oui, non, mais quand il y a des de participation, des grands groupes venir chez nous, qui nous proposaient de faire des choses merveilleuses parce que eux étaient puissants, ils allaient nous aider et ça pouvait être séduisant. Mais mon message, c'est de dire ne perdons jamais notre liberté. Si vous avez monté une start-up, c'est pour être libre. Alors, commencez pas à vous laisser séduire, c'est les sirènes. Hein, je pense que les banquiers et les fonds d'investissement cherchent quoi? Ils vont vous dire dans un premier temps que c'est passionnant ce que vous faites. Ils vont dire, c'est bien, j'aimerais bien participer à votre histoire. Moi, on me l'a fait je ne sais combien de fois. Hein, mais finalement, ce qu'ils aiment, c'est le rendement. Alors, gardez, on est obligé d'y aller. D'accord? Mais gardez le pouvoir. Gardez le pouvoir, gardez votre liberté et je veux dire, ces fonds d'investissement vous amènent de l'argent, on va dire, d'une façon un peu plus solide que des banques qui prêtent. Hein, mais gardez votre liberté et mettez ça dans l'objet social de votre entreprise. Moi, je pense que c'est tellement sécurisant. Michel, c'est un élément, en fait, c'est un conseil qui va être, c'est un conseil précieux parce que, en fait, l'entrepreneur, tu le sais très bien, il a envie d'être aimé et il a envie qu'on aime son projet. C'est le vendeur de son projet et donc, naturellement, c'est un projet qui le transmet. On est là tous avec des convictions chevillées au corps. C'est ce qui nous fait nous lever le matin. On a souvent une âme d'humaniste, un peu utopiste. On a envie de changer le monde, on a envie de le rendre meilleur. On a souvent, en tant qu'entrepreneur, par-delà l'argent, cette envie de construire des projets utiles et il y a une forme de transcendance, en fait, pour justement qu'il y ait une mission d'entreprise qui soit très, très utile. Et néanmoins, il y a aussi la dualité qui est de dire je dois rencontrer sur mon chemin des actionnaires bienveillants qui vont m'aider à développer l'ambition de mon projet, mais je dois rester maître à bord, de telle sorte que l'entreprise continue de m'appartenir et de me sentir parfaitement libre dans mon projet. Et le fait de se mettre d'accord et de le formaliser dans l'objet social et dans les statuts, c'est une très bonne façon d'engager une action long terme avec les actionnaires et de bien comprendre qu'il y aura des bilans, des rendements, qu'il y aura des éléments financiers, mais ça aura du sens que si c'est quelque part, ça se fait en regard de la mission de l'entreprise. Et deuxièmement, ce que tu dis, et là qui sort un peu de la conférence du jour, qui est effectivement de veiller à ce que l'entrepreneur ou l'équipe fondatrice puisse travailler de manière intelligente et étroite avec des avocats et avec des juristes pour s'assurer en fait de garder le contrôle du destin de son entreprise, en fait, ce qui est fondamental pour un entrepreneur. Parce que souvent, quand on est jeune entrepreneur, alors on passe très vite sur les statuts d'entreprise. On les édite pas assez. C'est un petit peu comme des amoureux qui se marient. Hein, on fait un contrat, mais on oublie. Maintenant, quand on se marie, on devrait aussi définir la façon dont on va divorcer. Oui, exactement. Quand on s'associe dans une entreprise, c'est toutes ces modalités. Bon, ça peut s'appeler un pacte d'actionnaires, mais ça vaut la peine d'être étudié
faire reconnaître dès le départ. Vous êtes propriétaire intellectuel. Oui, tout à fait. Votre sujet, les autres, ils mettent de l'argent. C'est quoi l'argent? Oui, tout à fait. Là-dessus, moi, je peux apporter mon témoignage aussi sur cette partie-là. Je pense que tu as évoqué un élément qui est fondateur, qui sont les statuts de l'entreprise. Et effectivement, au niveau des statuts de l'entreprise, on n'en a pas toujours suffisamment conscience et c'est la pierre angulaire. De notre côté, donc côté Clérop, ce qu'on a fait, c'est que naturellement, on a défini des statuts et en fait, assez rapidement, on a été chercher de l'argent de ce qu'on appelle du family and friends. Donc, globalement, c'est de l'argent de la famille et des amis, des partenaires de Clérop qui étaient un peu comme qui étaient un peu des anges gardiens autour du berceau de Clérop dès la création, en fait, en apportant 2 millions d'euros d'investissement, de capital initial, à commencer par les 3 dirigeants fondateurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a pu, étant donné qu'on avait déjà entrepris par le passé, apporter plus d'un tiers des 2 millions de capital directement. Et ensuite, ce qu'on a développé et ce qu'on développe aujourd'hui, c'est qu'on essaye de s'entourer de fonds qui auront une approche long terme, puisqu'on sait que notre projet étant ambitieux, on le réfléchit sur un horizon de temps qui est quasi illimité. Et donc, pour réussir à se projeter avec les bons partenaires, justement, on est venu en beaucoup échanger avec eux sur la dimension mission et sur la façon dont on va être en capacité à la fois de la décliner, de la formaliser, et deuxièmement, de travailler sur ce qu'on appelle des LOI et donc des lettres d'intérêt et des pactes d'actionnaires qui vont régir le bon fonctionnement entre la gouvernance stratégique et la gouvernance opérationnelle. Donc ça, c'est des éléments, je pense que ça sera peut-être aussi l'objet d'un webinaire avec Bold, mais pour bien définir le qui fait quoi et comment on arrive à protéger et à défendre les intérêts des différentes parties. En ce qui nous concerne, sur la partie gouvernance, on s'assure déjà à ce qu'au niveau des dirigeants fondateurs on a un organe qu'on a créé qui s'appelle un comité de direction qui nous permet en fait de passer de 4 dirigeants fondateurs en mode héros à une vraie équipe de direction avec les ressources humaines, avec la communication, le marketing, avec l'ingénierie, la direction produit et qualité, sécurité, tous les directeurs. Et au niveau de cette direction, en fait, on a poser quelque chose qu'on a défini au départ en tant que fondateur, mais qu'on a fait vivre avec une demande de feedback des collaborateurs clés depuis la création de l'entreprise, notre système de valeurs. Et je voulais en venir à ça, puisqu'en fait, on a formalisé les valeurs qu'on souhaitait partager au niveau de l'entreprise et on a réussi à aboutir à 4 lettres, mais qui sont déterminantes pour toutes les personnes qui nous rejoignent et on évalue à la fois les nouveaux arrivants. Donc, c'est quelque chose qui va être utilisé par notre département RH sur les phases de recrutement, mais aussi de développement du personnel et de développement des compétences techniques, mais aussi au niveau de l'attitude. Et donc, on va clairement préciser que les 4 valeurs fondatrices, c'est le système CICI, avec le premier C de collectif, puisqu'en fait, avant d'être une entreprise, on était une association en loi de 1901 qui s'appelle le Codectif Codata, donc qui a amené la preuve de l'intelligence collective et de tous ses bénéfices, et donc quelque part de l'intérêt d'avoir une diversité forte dans l'entreprise, cultivée avec pas une, mais N intelligence. Donc le premier, c'est le collectif, donc on va être plutôt en mode équipe de rugby, équipe de foot en termes d'état d'esprit. Le E, ensuite, c'est l'empowerment, parce qu'en fait, comme toi, tu le fais, Michel, nous, dans notre domaine, on va chercher à autonomiser des équipes et donc ne pas rendre dépendants des acteurs, mais au contraire, le plus possible indépendants et autonomes. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. En fait, c'est le E de empower. On ne va pas pêcher à la place d'eux, on va apprendre à pêcher. Et ensuite, le C et le E, c'est C de candide, parce qu'en fait, on considère que derrière les projets d'entreprise, il y a une dimension qui est très importante, qui est le rapport juste aux choses et le fait d'avoir envie
de réinventer le monde avec un regard d'enfant, donc capacité d'émerveillement et capacité de faire des choses justes, c'est la dimension candide, avoir un regard et un esprit critique assez fort au service de l'objet social de l'entreprise, justement. Mais on vient challenger comme un enfant. On dit que les enfants n'ont pas de filtre, mais justement, ils ne sont pas parasités par notre système, donc on doit cultiver ça. Et le dernier E, c'est excellence. Justement, comme un enfant, on est tous des apprenants, on est tous des apprentis, et donc on sait bien une chose, c'est qu'on ne sait pas, mais on sait aussi que notre obligation fondamentale, c'est d'apprendre et de transmettre. Et donc ça, c'est quelque part ce qui fait l'excellence scientifique aujourd'hui, qui est de dire, mais justement, on sait très bien qu'on ne sait pas tout, donc on va essayer de documenter ce qu'on a compris et on va essayer d'aller un cran plus loin. Et finalement, c'est le rôle de tout le monde que d'apprendre et de partager et d'être dans un rôle, je dirais, soit de prof, soit de chercheur. C'est fondamental. Et rien qu'avec ces 4 lettres, on a défini un socle qui nous permet ensuite, dans nos recrutements, de poser des questions très précises qui vont nous permettre d'avoir des informations des candidats sur l'adéquation avec cette culture d'entreprise. Puisqu'il il y a autant de cultures d'entreprise que d'entreprises et on doit pouvoir être très transparent avec les collaborateurs sur le fait d'avoir ce qu'on appelle un fit, tu vois, une adéquation avec le projet. Et naturellement, de par cette définition, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas s'y retrouver et ce n'est pas grave. Au contraire, ça va permettre aussi de protéger l'autre en lui disant non, finalement, peut-être que tu n'es pas fait pour mon entreprise parce qu'en fait, ça ne correspond pas à mon système de valeurs et tu risques d'être malheureux. Peut-être que tu es trop bon pour nous, peut-être que tu es trop seul, peut-être que peu importe, mais ça ne correspond pas en tout cas à ce que nous sommes et ce que nous avons défini. Donc, c'est des outils précieux ensuite au niveau de l'onboarding. Donc, pour aider les gens à mieux comprendre le mode de fonctionnement et la culture maison, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est très, très intéressant. Le côté candide, c'est merveilleux. Si, ouais. Dans l'entreprise, on est là pour rêver un autre monde. Enfin, je veux dire, je n'ai pas fumé la moquette, mais quand même, si on crée une entreprise, c'est parce qu'on pense que le monde peut changer. Et pour revenir à l'entreprise à mission, ou l'entreprise à mission, c'est une très bonne idée. Mais vous avez un cabinet type KPMG qui va voir si vous faites bien. Et c'est KPMG, c'est le cabinet de notation qui va dire vous êtes bien. Il va vous juger et pas par rapport à sa grille de jugement. Et alors que vous, c'est vos valeurs, votre culture. Et vous allez perdre, je reviens toujours à ce mot liberté, quand vous dites quand vous dites faut être candide, attends, c'est quoi ça? C'est comme être bienveillant. Nous, on avait érigé la bienveillance comme une des valeurs clés de l'entreprise. Voilà. Mais un contrôle ne va pas accepter ça. Donc, gardons notre liberté pour mettre en place nos 4 lettres, les lettres que l'on a définies. Et je pense que le personnel sera très, 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 très fier, très impliqué, parce qu'il adhère à une culture qui est celle de l'entreprise et qui n'est pas la culture du cabinet. Oui, tu fais bien de pointer cet élément-là parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est une fierté en fait, d'appartenir à une entreprise qui a ce système de valeurs et de pouvoir s'y inscrire, de contribuer. Et c'est nos collaborateurs, quelle que soit leur fonction, sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Et dans un monde qui est le nôtre, dans la tech, où on a une forte pénurie de talents aujourd'hui, c'est un très bel élément d'intégration et d'attractivité des talents aussi. Encore faut-il que la promesse soit délivrée. Donc, c'est bien engageant. Et ce que tu dis, Michel, je pense que c'est Léo, que certains connaissent, en fait, qui est déjà intervenu dans des webinaires de la French Tech Normandie, c'est le walk the talk, en fait. C'est la capacité à être très cohérent par rapport à ce qu'on a raconté. Et ça, effectivement, ce n'est pas un tiers comme KPMG
qui pourrait faire un audit depuis l'extérieur, qui pourrait, entre guillemets, assesser, évaluer cette consistance entre les paroles et les actes, c'est forcément les entrepreneurs et les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. D'où le point essentiel que tu as évoqué, que ce soit bien l'outil à destination des dirigeants et pas un outil de certification qui va faire les choux gras de grands cabinets de conseil pour s'assurer qu'on est mis pour venir faire des checks dans des to-do list, quoi, en fait, dans des checklists interminables. Et vous savez bien, on sait bien que les équipes suivent un dirigeant aussi parce qu'il y a de la force. Hein. C'est Bonaparte au pont d'Arcole. Hein. Le cabinet, hein, il va définir une stratégie, il va rester à l'entrée du pont et il fera passer tout le monde. Alors que nous, chefs d'entreprise, on prend le drapeau, on y va. Peut-être qu'on y passera, mais on est devant. Oui, tout à fait. Et ça, c'est effectivement un point assez clé. Peut-être très souvent, le sujet recrutement, en fait, il revient sur la table. Est-ce que toi, en fait, Michel, chez Nutri7, il y a la mission et les valeurs, c'est des choses qui aussi ont aidé le département des ressources humaines ou le développement des compétences et tu vois, sur le long terme, à justement avoir un cadre pour bien se développer en cohérence, parce qu'il y a des impacts sur la manière dont tu recrutes et dont tu intègres ou à intégrer. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, notre mission, nourrir les enfants, c'est beau, on pleure dans les chaumières. Mais c'est pas pour ça que l'on peut accepter n'importe qui. Hein. Moi, je suis très strict quand j'embauche. Enfin, très strict. J'ai une recherche de la qualité des gens. Je ne fais pas des salaires faibles en disant pensez aux enfants du tiers-monde. C'est important. Et puis, il est certain que, on recherche aussi des compétences, toujours taper plus haut et comment dire, c'est dans la diversité. Quand vous avez dans notre entreprise, par exemple, quand vous avez un nutritionniste, c'est bon, on n'en a pas besoin d'en avoir 36. Il vaut mieux aller chercher un sociologue, parce que là, on aura une complémentarité. Et puis, pour avoir ces gens-là, faut les attirer. Donc, notre job de chef d'entreprise, je vais dire, on est des dragueurs. Hein. Et je suis un peu réputé pour ça. C'est-à-dire que quand ils ont des bons, ils les planquent. Hein. Oui. Hein c'est ce que c'est. Oui. Et puis, il faut accepter que… Pardon Oui, non, mais je partage, en fait. Hein et on peut être séduit par un intellect, hein, comme on est séduit par un cheval ou un tableau. Je suis désolé. Voilà. Tiens, il serait bien dans ma machine à réfléchir avec celui-là. Bon, il faut aller chercher. On est bien d'accord. Je vois qu'en fait, le temps avance. Il ne nous reste que 10 minutes. 10 minutes. Peut-être pouvoir poser les questions. Si vous avez des questions, Youn ou Seydou, s'ils sont toujours présents. J'ai vu que Youn essaie de se connecter. Je suis toujours présent. J'écoute attentivement. D'accord, super. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai pas de questions particulières puisque ça a été très clair. Et, la seule chose, une des choses principales, la chose principale que je retiens, c'est qu'au niveau des statuts, oui, effectivement, on n'y passe pas assez de temps. Et là, notamment, en ce moment, on commence à revenir dessus. Et je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il faut y passer peut-être un peu plus de temps.
et faire en sorte de garder sa liberté, mais surtout d'être bien accompagné pour éviter de faire des bêtises, notamment celles que nous, on a potentiellement, enfin, qu'on a fait de ne pas avoir passé assez de temps sur les statuts, mais également sur le pacte d'associés, etc., etc. Oui, oui, oui. Mais c'est l'erreur que tout le monde fait, hein. On est tellement passionné par ce qu'on va faire qu'on oublie de l'écrire. Oui. Et à la fois passionné, mais je dirais aussi vitesse et précipitation. On veut aller vite, mais des fois on se précipite. Et Oui. l'avantage que nous avons, mais c'est une erreur qu'on a faite délibérément, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui nous préviennent de ça, qui nous mettent en garde, qui nous accompagnent, mais je ne sais pas pourquoi on décide de quand même essayer d'aller vite sans prendre trop en compte en fait ces conseils-là, et c'est une grave erreur en fait. Alors, il y a un premier document à faire. Hein, c'est, vous savez, au début d'un contrat, il y a toujours marqué attendu que, attendu que, attendu que. Bon. Et ça, Oui. c'est le point primordial et c'est le document qui est opposable à tout. Attendu qu'on veut faire ça, attendu qu'on veut faire ça de telle façon, on veut faire ça. Voilà. Il faut d'abord l'écrire. Et on a tendance à... Un juriste, ce n'est qu'un juriste. Alors, il va mettre dans des termes, je veux dire, juridiques, où il fait un document de base, comme tout le monde, hein, ou alors il transcrit bien ce que vous voulez faire. Mais vous restez maître de l'idée de vos statuts. Et le juriste, il est là pour écrire. Exactement. Et dire ça, vous pouvez le faire, ou ça, vous ne pouvez pas le faire. J'ai l'habitude de dire un avocat, hein, ce n'est pas lui qui va vous empêcher de tuer votre femme. Hein, il va vous dire ce que vous risquez. C'est tout. Oui, exactement. Je viens de terminer mon deuxième divorce. Alors, comme vous voyez, je suis un peu... Non, mais ça parle. L'avantage, c'est que, étant donné que lorsqu'on s'associe, j'en rigolais, je ne suis pas sûr que Youn soit connecté à l'audio, mais en fait, quand on s'est associé, puisque c'est mon cofondateur sur Sagi, en fait, on rédige et on se met d'accord sur un contrat de mariage, en fait. Et on a finalement, ça revient un peu à faire ce que le notaire a pu faire, parce que moi, je suis marié. Et donc, on vient se mettre d'accord sur un régime, des règles du jeu, qu'est-ce qu'on met en commun, qu'est-ce qu'on ne met pas en commun, etc. Et comme tu disais tout à l'heure très justement, Michel, ce qui est important, c'est d'imaginer le scénario du pire et de se dire, si on doit se séparer, ce qui, la nature étant ainsi faite et aussi imparfaite, peut arriver un jour, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et de modéliser ça, en fait. Donc, de se dire, Seydou, de se dire, la vitesse, la course en avant, l'hypercroissance, il y a beaucoup de raisons en fait, qui nous poussent à aller vite, surtout qu'en plus, on est sur des marchés qui sont émergents, où finalement, la question de vitesse, de vélocité, de capacité à adresser le marché, elle est essentielle. Donc, il faut effectivement exécuter vite, pédaler vite, mais pas dans n'importe quelle direction. Et donc, c'est effectivement, ça vaut le coup de prendre ce temps, tu l'as dit, de s'arrêter et avant même de consulter un avocat, de bien formaliser ce qu'on est prêt à mettre dans les statuts, ce qui est essentiel pour nous en tant que dirigeants fondateurs, et ce qui nous paraît être une gouvernance saine et durable et qui donnera lieu à un pacte d'associés futur, et de le faire en français dans le texte, en formalisant ça, en l'explicitant avec un conseil qui, lui, ensuite, se charge de la retranscription technique et juridique, en fait, mais pas l'inverse. Donc, il faut faire très attention à ça, parce que très souvent, sinon, on se retrouve à subir une loi du marché, alors même que, finalement, c'est notre offre qui doit venir rencontrer son marché, et la capacité à l'exprimer, elle appartient aux dirigeants fondateurs. Et donc, tout à fait.
Ça, c'est vraiment important de le dire et après, effectivement, de se faire accompagner par des conseils qui vont finalement retraduire ça d'un point de vue technique dans des pactes, etc. et de bien fixer le fil conducteur, la ligne rouge et le mode de fonctionnement. C'est ça. Et c'est pareil d'ailleurs après au niveau des contrats hein, par rapport aux collaborateurs, etc. En fait, on va retrouver la même logique qui est de dire, bah voilà, en fait, on va partager un bout de chemin ensemble, mais voilà les attentes, voilà ce que j'aimerais en fait qu'on fasse ensemble. Et ensuite, avec la partie juridique et les RH, on va le retraduire ça sous forme de contrat de travail avec de la réciprocité et puis une dynamique juridique et du droit social français qui va probablement nous échapper. En sachant qu'il faut laisser à des collaborateurs le choix de partir et de bien partir, parce que souvent ce sont des ambassadeurs de nos valeurs ailleurs. Oui. Tout à fait. Et souvent on travaille avec, tiens, je suis en contact avec un tel, tu te souviens, il était chez nous avant. Voilà, ça se passe bien. Hein. Et puis, tout à fait, quand on est une entreprise en croissance, hein, c'est bien de changer un peu de personnel. Parce que quand quelqu'un s'en va, c'est rare qu'on le remplace. Ça permet de remettre en place peut-être un autre système. Alors que s'il reste, il y a un moment, principe de Peter ou pas, il bloque le système, surtout si vous l'avez nommé directeur au début. Oui. Alors ça, c'est un petit conseil justement dans les petits takeaways, c'est un truc assez important. Parce que là, tu viens d'évoquer deux choses. Le fait de ne pas distribuer les barrettes trop rapidement. Que ça, c'est un bon conseil de vétérans, c'est de ne pas distribuer trop rapidement le type de directeur. Typiquement, en plus, avec les termes un peu anglais qu'on utilise dans les startups, ça veut dire qu'on va privilégier un head-off et pas un vice-président ou un executive VP ou un directrice, etc. Par exemple, ça peut être responsable ou manager, ça ne fait pas un directeur. Pour se laisser la possibilité demain d'avoir quelqu'un qui vient dans une étape de croissance de l'entreprise où on a des nouveaux challenges, où on cherche plus de seniorité et de garder ces titres disponibles. Donc, exactement. Les titres disponibles. Et puis, deuxième chose que tu viens de dire, je reformule moi dans mes mots, c'est qu'on parle beaucoup d'onboarding et de capacité à recruter et à intégrer rapidement des collaborateurs pour qu'ils soient le plus rapidement possible productifs et se sentir utiles. Ça, c'est une chose. Mais il y a l'offboarding aussi. Et c'est hyper important. L'offboarding, c'est le fait de savoir se séparer intelligemment, en bons termes, et effectivement pouvoir compter sur les ambassadeurs qui ont été, avec qui on aura partagé un bout de chemin, mais avec qui on continuera d'entretenir de bonnes relations et qui contribuent à créer la réputation de l'entreprise sur son marché. Tout à fait. Et avant, on partait dans une entreprise pour la vie. Maintenant, on fait un bout de chemin ensemble. On se quitte, très bien. Et puis… et tout le monde évolue. Exactement. Et c'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus vrai. D'où l'importance de savoir pour quelle mission on signe. Et donc, au moins, il y a une double mission. Il y a celle de l'entreprise et puis il y a celle de mon job. Hein, et on a besoin des deux pour voir si ça résonne bien par rapport à mon moment de vie, qui est ma carrière. Ouais. On le voit beaucoup. C'est la liberté du personnel comme la nôtre, quoi. Exactement. Comme ça, on protège la liberté des dirigeants et celle des collaborateurs. Exactement. On respecte toujours ce principe de libre arbitre, liberté fondamentale individuelle. Tout à fait. Seydou, on a fait une réponse un peu longue, mais… Non, mais j'en profite. Moi, je suis plutôt content qu'il y ait moins de monde, parce que ça me permet d'avoir des réponses de plus en plus complètes. Parce que c'est des choses que j'apprends, notamment se séparer d'un collaborateur, mais être en bon terme, c'est quelque chose qui m'est arrivé là récemment. Et, et la nouvelle recrue que j'ai recrutée la semaine dernière m'a dit qu'elle avait eu cette personne en contact qui lui a dit que du bien de l'entreprise et de nous. Donc je me dis, c'est quoi,
Surtout, notamment à Rouen, c'est un petit écosystème où tout le monde se connaît et du coup, ouais, ça fait plutôt plaisir. Donc non, je suis plutôt friand de ces bons conseils. Même si la réponse est longue, bah, ça me permet de prendre plein de notes. Ouais, et vous avez des systèmes où les gens passent 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis après ils ont envie de faire autre chose. Nous, en tant que chef d'entreprise, le problème, c'est que on ne peut pas toujours changer. Mais réfléchissez, vous, chef d'entreprise, de temps en temps, vous aimeriez bien changer de boulot, de fonction ou faire autre chose. Et vous êtes chef d'entreprise à vie. Bon, c'est certain. Aujourd'hui, on s'en rend vite compte. Au bout de 2-3 ans, c'est complètement le cas. Ce sera surtout avec les plus jeunes ou avec les nouvelles priorités. Il y a des personnes qui ont envie d'être dans des entreprises qui font sens. Il y en a d'autres qui sont très mobiles, donc ils n'ont plus de soucis à quitter Paris et à venir s'installer à Rouen ou aller à Bordeaux ou même à l'étranger, etc. Donc pour moi, une personne qui reste longtemps dans une entreprise, au bout de 3 ans, c'est limite un senior quoi, qui a déjà fait son petit bonhomme de chemin. Et souvent, ils ont des courbes d'évolution qui ne sont plus celles de l'entreprise. Une entreprise qui est en croissance, ça veut dire que les membres de l'entreprise doivent être en croissance permanente aussi. Oui, et ça, c'est important de le souligner parce que du coup, les cycles vont s'accélérer et c'est autant d'opportunités que de menaces ou dangers en fait, pour le collaborateur parce que c'est très difficile à tenir le rythme. Hein. Il faut bien comprendre que l'entreprise se transforme aussi beaucoup plus rapidement qu'une entreprise entre guillemets, traditionnelle. Ok. Oui. Petite question justement, tout ce qui a été dit concernant ce sujet, c'est valable pour une start-up de 2-3 collaborateurs comme une très grande entreprise. Parce que Nutriset, il me semble que vous êtes beaucoup. Chez Clérop aussi, tu es pas loin d'une quinzaine, je crois. Donc, est-ce que ce qui est applicable sur une start-up chez nous, enfin, ce qui est valable chez nous quand on est 4-5, c'est valable dans une grande entreprise avec autant de personnel? Et est-ce qu'on met en application les choses de la même manière dans une petite structure et dans une très grosse structure? Une petite structure qui est destinée à devenir une grande structure, on doit les mettre dès le départ de la même manière. Oui, d'accord. Partage. Mais c'est-à-dire qu'on doit se dire qu'à terme, on va être comme ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est une bonne réponse. En fait, c'est important de projeter l'entreprise et de savoir où on veut l'amener, puisqu'en fait, les projets et la mission de l'entreprise n'induit pas forcément d'avoir une World Company de 600 000 salariés. Et donc, à chacun de trouver sa réalité là-dedans et de pouvoir mettre et projeter des chiffres à 5-10 ans qui correspondent finalement à la volonté des dirigeants et d'être très honnête vis-à-vis de soi-même par rapport à ça. Parce qu'en fonction de ça, on ne va pas poser la même colonne vertébrale. Oui. Ça, c'est essentiel. Alors, je vois qu'on a dépassé un peu le temps. C'est pas grave, il est 19h03, c'était 19h, mais c'est pas grave. S'il y a des questions, on répond. Mais c'est l'heure de l'apéro en Bretagne. Oui, c'est ça. Ouais, mais bon, ça fait partie des trucs qu'on a piqués aux Bretons, en fait. C'est aussi l'apéro. Le Mont-Saint-Michel et l'apéro. C'est ça, ouais. C'est manger une crêpe, une bouteille de whisky, malade avec la crêpe, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.